n'oubliez pas toujours, c'est une chose. Voilà. Et... Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé une très belle journée hier. Et écoutez, on a eu une démonstration encore de sans aucun problème, qui est absolument faute. On n'a pas du tout Rich qui est retourné au studio pour réenregistrer un truc sans aucun crash, sans aucun problème. C'est uploadé sur YouTube, ne vous inquiétez pas. C'est juste la dédication de Rich là-dessus. Il était là, ok, on a des mots, attendez, nous sur nos PC à la maison ça marche bien. Hop, il a fait instantanément juste. Il n'avait pas aussi du déchirement d'écran, tout ça, ça n'était pas sur son PC quand il l'a fait dans les studios. Donc, regardez ce replay. Et si vous faites aussi la comparaison entre les anciens trailers que vous avez montrés et celui-là, il y a beaucoup de changements. Mais bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette matinée. Hein. Écoutez, le craft, la fabrication de base, les vaisseaux et véhicules disponibles pour ça. Enfin, juste pour moi, la capacité de pouvoir créer votre propre endroit dans l'univers. Trouvez le lieu adéquat, le lieu idéal, faites votre maison ou votre centre de collecte de ressources ou votre usine. Hein. Ça va changer la dynamique d'interaction, de qu'est-ce que le jeu, de comment va y fonctionner, de que ce soit l'exploration, que les gens se répartissent de partout. Enfin, juste, ça permet de s'ancrer aussi littéralement dans l'univers. J'ai vraiment envie que vous ayez ça et on est extrêmement excités. Je pense que ça va ajouter tellement de profondeur et de vie dans cet univers. Mais, écoutez, c'est un exemple parfait de Star Citizen, comment ça a grandi depuis ces 12 dernières années. Alors, on n'avait pas prévu ça sur le backlog initial, hein, sur le Kickstarter, c'était pas listé. Et Star Citizen, vous savez, c'est un jeu qui est vivant, c'est un jeu qui continue d'évoluer, on ajoute du contenu, on ajoute des technologies, on fait des mises à jour hein, visuelles, graphiques, par exemple, hein, on rend plus beau, plus performant. Et sachez que même quand on aura considéré qu'il sera publié, qu'il sera terminé, que ce sera un jeu fini, on continuera de faire des améliorations. Ce sera un jeu qui sera vivement en développement continu. Donc on fera pas, voilà, il n'y aura pas vraiment Star Citizen 2.0, ce sera un développement continuel. C'est pas Destiny 2 après Destiny 1, non. Normalement, ce sera le même Star Citizen mais qui va continuer d'évoluer et de se développer. Je voulais non, c'était pas une insulte, une offense. Non, c'était juste un exemple. Dans le monde d'aujourd'hui, voilà, on fait c'est des jeux à ce service, comme on dit, et ça continue d'être évolué et d'être développé. La grosse question qu'il y a vraiment, et le point en tant que CLG, nous, enfin du moins avec les équipes et tout ça, qu'est-ce que l'on considère Star Citizen 1.0 disponible pour tout le monde, pas seulement pour vous, les backers, les testeurs, les magnifiques, les plus beaux, nous, early adopters qui ont eu le courage d'affronter des bugs, des trucs qui marchent pas bien, des crashs, une expérience de jeu pour les nouveaux joueurs catastrophique, on est d'accord? Ça fait partie des choses qu'on a envie d'améliorer et de corriger. On a envie d'un jeu que tout le monde peut rentrer, profiter, comprendre comment ça fonctionne, s'amuser, qui vous attire et qui vous immerge avec une profondeur sans précédent. Donc la question c'est qu'est-ce que correspond cette 1.0 de Star Citizen? Qu'est-ce que s'appelle ce jeu fini? Et ben écoutez, c'est quelque chose que l'on discute et que l'on design, que l'on établit, qu'on réfléchit depuis ces X dernières années. Et maintenant, on s'est dit, ok, écoutez, je pense que ce que l'on devrait faire, tout simplement, étant donné que la moitié de plein de discours et de plein de choses datent d'il y a des années, on parle de ce qu'on est en train de travailler, ce qu'on est en train de faire dans les ISC, les SL, mais écoutez, discutons avec tout le monde de quel va être le marqueur, quel va être le jalon, qu'est-ce qu'il y aura dans ce 1.0. Quand on sera arrivé à tel niveau, on se considérera qu'on est prêt à publier le jeu et que tout le monde pourra en profiter, tout le monde à travers le monde pourra venir, les joueurs casuels, les joueurs solo, les joueurs hardcore, les joueurs PvP, tout, et que tout le monde puisse s'amuser. Et donc, c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est ce que l'on considère la 1.0 de Star Citizen. Comme je l'ai dit encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la fin du développement, qu'il n'y aura plus rien derrière, plus de contenu. Non, on continuera de jeter des textes, jeter des contenus. Écoutez, la pêche n'est pas sur la liste des fonctionnalités pour la 1.0, mais je suis pratiquement sûr que ça arrivera après. Ça arrivera pas longtemps après la 1.0, mais ça fait partie des choses, on va placer ce curseur où se situe la 1.0. Donc pour faire tout ça, Rich Tyler, notre senior game director, il va arriver avec certains d'autres directeurs et il va vous parler de quoi consiste cette 1.0 et quoi consistera la publication de Star Citizen. Donc, sans plus attendre, Rich Tyler. Allez, ne crache pas, Rich. Bonjour, Citizen Code. Il n'y a pas de démo, donc il n'y a pas craché. Hein. On s'en fiche pas de plante, là, c'est lui qui a le mauvais œil. Je suis Rich Tyler, senior director pour Star Citizen et son 42.
Maintenant, moi je suis à CID depuis plusieurs années et j'ai lu beaucoup de posts Spectrum, posts sur Reddit et un des trucs consistants que je vois tout le temps, c'est quel type de jeu est Star Citizen? Star Citizen, c'est quoi? On y fait quoi? Et j'ai lu beaucoup de réponses. C'est un jeu PvE, c'est un jeu PvP. Qu'est-ce qui se passe pour tout le gameplay qui n'est pas combatif, pas combattant? En fait, c'est tout ça. 3 types de joueurs, un seul univers. Donc, comment on arrive à interconnecter tous ces joueurs pour avoir un monde et un jeu cohérent et pas juste un ensemble de fonctionnalités qui sont jointes avec du scotch? Et bien, ça revient à cette question élégante et simple. Quel type de jeu est Star Citizen? Eh bien, aujourd'hui, nous allons le découvrir. Donc, avant de s'atteler à Star Citizen 1.0, j'ai besoin de clarifier des choses. Premièrement, qu'est-ce que c'est la 4.0? Quand est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? La 4.0, c'est le patch qui va contenir le server meshing et Pyro. Et fondamentalement, c'est encore un patch en alpha, bien sûr. Donc, on ajoute de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux contenus à notre version alpha du jeu. Aujourd'hui, cependant, on va parler d'après la 4.0 jusqu'à la 1.0, la publication du jeu. Et la grosse différence, c'est que la 1.0, c'est la publication officielle du jeu. Le jeu sort, il est vendu et publié. Donc, est-ce que c'est différent d'un patch normal? Déjà, tout d'abord, regardons le 1. 1 veut dire nous voulons une performance incroyable avec des bugs très minimes. Plus rien spécialement trop en développement, c'est un jeu publié, poli, peaufiné. C'est-à-dire des boucles de gameplay complètes pour les nouvelles expériences de jeu, aux histoires narratives, au contenu. Et surtout, ça veut dire plus aucun wipe de progression, plus aucun reset de la progression. C'est vrai que pour l'instant, il parle pas de bêta. C'est un vrai univers persistant. Donc ça, c'est le 1. On est loin. Qu'est-ce que ça veut dire le point 0? Le point 0 veut dire forcément, et ben c'est tout aussi important, c'est qu'on est encore en développement. On va continuer le développement du nouveau contenu, de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver après la 1.0. Mais toutes ces fonctionnalités ne seront jamais en tiers 0. On veut avoir un niveau de qualité supérieur à ce qu'on connaît et améliorer au fur et à mesure des patchs. Et surtout, l'idée, c'est que ce soit des moments dans le temps. S'il y a du contenu, une fonctionnalité ou un système stellaire qu'on a mentionné dans le passé, il ne fait pas partie du planning 1.0, ça veut juste dire qu'il arrivera simplement plus tard. Mais que tout ce qu'ils ont dit qu'ils feront, ils le feront. 1.0, c'est plus qu'un changement de nombre. C'est le début d'une nouvelle phase du développement pour le jeu. Très bien. Bon, on comprend le 1, on comprend le point 0, mais avant de continuer, j'ai envie de m'adresser à un point très important. Et on doit revenir bien en arrière au début, au Kickstarter, à la campagne. Donc, si je me remémore, enfin moi quand j'y pense, ça me rappelle des souvenirs, mais aussi ça me rappelle qu'on avait beaucoup d'objectifs qui avaient été là, des objectifs de financement, et un de ces objectifs, c'était 100 systèmes stellaires. Mais il y a un mais, les anciens systèmes ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils étaient basés sur le modèle Privateer, le modèle Freelancer, c'était des planètes non explorables, avec des zones isolées et petites d'atterrissage, avec des atterrissages automatisés, et bon, ça a beaucoup changé. Pour vous donner une idée, Stanton a 4 points d'intérêt, et l'entièreté des 100 systèmes avait 19 points d'intérêt. Comparé à Stanton d'aujourd'hui, où on a 1600 et quelques points d'intérêt, et ça va être ridicule par rapport à l'utilisation de Starchitect. En gros, à la base, c'était Concrètement, ils Starfield. disent, il n'y aura pas, les 100 systèmes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le 1.0? Alors, nous n'allons pas lancer le jeu avec 100 systèmes, non. Parce que le jeu que l'on a aujourd'hui n'est pas du tout à l'échelle qui avait été vue au Kickstarter. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus riche, beaucoup plus divers, et surtout fondamentalement, on a beaucoup plus de choses et de contenu avec la nouvelle version. Donc on a défini un petit peu qu'est-ce qu'est la 1.0. Rentrons dans les choses cool. Donc, les systèmes et le système Stanton, c'est un MMO sandbox. À l'heure actuelle, vous, les joueurs, vous devez farmer, vous battre. Vous devez vous dire, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire.
Si vous voulez être Ouais, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste un système, ça. Hein. Un système parmi d'autres. C'est qu'on traverse des trous de verre ou des machins comme ça. Qui font ce gameplay. Et vous devez vous reposer sur des ressources externes pour fonctionner. À l'heure actuelle, le jeu n'est pas fait en sorte pour vous aider et vous accompagner. Donc nous allons ajouter une architecture là-dessus, un système nerveux, si on peut dire, qui va connecter toutes les carrières, tous les contenus et tous les vaisseaux. Et pour faire ceci, nous allons ajouter une histoire principale. Oh. C'est ce qu'on voit depuis toute l'année, à chaque fois, les équipes narratives travaillaient sur la 1.0 parce qu'il y a l'introduction, c'est comme dans plein MMO, il y a une histoire sous-jacente. Pour aider les nouveaux joueurs, tout simplement, à découvrir toutes les fonctionnalités et tout le contenu que l'on possède. Pour les amener dans un voyage... À Microtech, il faut avoir une combinaison anti-froid. Cette histoire sera la colonne vertébrale de l'univers. Je joue pas pour l'instant au jeu. Joueur de comprendre comment jouer au jeu et surtout de comprendre moment je devrais y jouer. À faire. Mais merci à Barry de Cette merde. histoire introduira également chacune de vos guildes et les professions que l'on a à offrir. Comme le United Resource Workers, notre guilde industrielle pour le salvage et le minage, deux de nos professions principales. Mais également, ils vont supporter plein de sous-petites choses. Les techniciens de réparation, les fabricateurs, les constructeurs de base. Les guildes, c'est ultra important pour Star Citizen. Et comme vous avez pu le comprendre, les guildes sont comprises de sous-factions. Pas de factions, tout simplement. Quand vous travaillez pour chacune de ces factions, vous allez gagner de la réputation de guilde. Vous allez pouvoir utiliser cette réputation comme monnaie pour acheter des récompenses de guilde, des vaisseaux, des schémas, des items, et chacune de ces guildes aura un inventaire unique de ce qu'elle vous offre. En plus de l'augmentation de la progression économique, la progression des guildes va être la progression centrale du jeu. Et pour vous parler plus des guildes et de notre histoire principale, j'aimerais vous présenter Dave Haddock, notre narrative director. Je suis en train de nous mettre une pilule là. Histoire du tour après. Merci Rich, et bienvenue, bonjour CitizenCon, comment est-ce que vous allez? Ok, très bien. La 1.0 c'est très très excitant et ça va nous apporter notre première vraie opportunité d'injecter une quantité narrative incroyable dans le jeu. Mais on va faire ça de plein de façons différentes. Rich vous a présenté l'histoire principale, donc écoutez, qu'est-ce que c'est cette histoire principale? Tout d'abord, c'est une expérience narrative, c'est-à-dire c'est une histoire faite par rapport aux différentes professions, aux différents systèmes de l'univers, prendre les joueurs par la main et les amener dans une aventure excitante qui va grandir en tension, tension entre Terre et Terra, parce que c'est la séparation des deux Rome, Rome occidentale, Rome orientale. Hein. Donc ça va être une histoire basée sur des PNJ. Alors, Squadron 42, bien sûr, c'est l'histoire pour des cinématiques et tout ça, et l'expérience AAA, mais on prend beaucoup de techniques et d'expériences pour avoir un ensemble de personnages dynamiques, certains que vous connaissez, pour à la fois cette histoire de Squadron 42 et l'univers persistant. Et surtout, c'est une histoire qui va à votre vitesse. C'est une visite guidée en bus. Vous pouvez prendre le bus, vous allez à l'arrêt suivant et vous pouvez en sortir quand vous voulez. Donc, si vous voulez y aller, jour 1 et faire votre truc sans faire l'histoire, vous pouvez. C'est pas obligatoire. Ou peut-être que vous avez envie de mettre en pause, de faire d'autres choses, donc vous allez explorer une nouvelle facette de gameplay que vous venez de découvrir et vous reprenez l'histoire après. L'idée, c'est que vous pouvez la faire à votre vitesse et à votre convenance. Donc, c'est le quoi? Mais pourquoi on aurait envie de faire? Quelle est la motivation de faire cette histoire? Comme Rich l'a dit pour les nouveaux joueurs, en fait c'est une introduction, ça permet d'introduire le lore qu'on a développé depuis 12 ans maintenant, le gameplay, les zones et toutes les choses que le jeu a à offrir et vous donner tout simplement une idée de ce qui va arriver en termes d'histoire, en termes de plein de choses. Mais vous jouez depuis des années, vous avez poncé le jeu, vous connaissez le lore peut-être mieux que moi-même, donc qu'est-ce que vous avez gagné? Vous qui connaissez déjà tout. Bien sûr, il y a des récompenses tout au long, on va dire qu'on complète des missions, ce genre de choses, mais surtout, on va offrir une grosse récompense à la citoyenneté, je pense. C'est ça. On va offrir une grosse récompense, votre citoyenneté, à la fin de cette histoire. Donc c'est confirmé, on ne commence pas en tant que citoyen en Star Citizen. Donc plein d'entre vous le savent, mais pour les non-initiés, l'UE, il y a les citoyens et il y a les civils. Les citoyens, ce sont des membres de la population qui se sont démontrés, qui ont tenté d'embellir l'Empire, d'y participer, et ils ont les bénéfices de la citoyenneté que les civils n'ont pas. Alors,
quelles sont ces différences? Alors ces différences dans le temps aussi, c'était débattu par la communauté. 1.0, on a une réponse à quelle est la différence entre civils et citoyens. On va faire la liste de tous les bénéfices, mais on va en révéler un, surtout que c'est la propriété de terrain. Les citoyens auront le droit d'acheter du terrain n'importe où dans l'UE et de profiter de la sécurité qui vient avec. Les civils auront des restrictions sur où ils ont le droit d'acheter et qu'est-ce qu'ils ont le droit d'acheter comme terrain. Donc c'est le pourquoi, entre autres. Maintenant, où est-ce que cette aventure va nous emmener? Eh bien, la 1.0, elle va inclure 5 systèmes. L'histoire va vous faire partager à tous ces systèmes, va vous faire aller partout, mais où est-ce qu'on va aller? Donc on a le 5e système qui va être fait. Donc on a Stanton, forcément, bien sûr, qui n'a plus besoin d'être présenté. Je pense que vous le connaissez tous déjà, avec ces 4 planètes dirigées par des méga corporations. Mais vu que je fais du lore, je me suis dit, je prends une heure pour parler chacune de ces planètes. Non, je rigole, bien sûr. On a également Pyro, la Terre de l'infamie, 6 planètes, aussi avec une étoile instable. C'est la guerre constante entre la survie, les gangs qui essayent de faire leur bout de chemin. Vous avez pu voir hier la plantation avec Nyx, qui a 3 planètes. On a réintroduit le système Nyx et Delamar. Donc c'est un système neutre qui a été réclamé par personne et qui est à la People Alliance. C'est un gouvernement indépendant formé pendant l'ère Messer, séparatiste de l'UE, mais maintenant ils ont toute cette... ils ont des vendôles qui leur arrivent sur la gueule, ils ont de la menace de brigands et dans la loi, et en plus de ça, bon, tout le poids de la gouvernance. Également, on a annoncé le 4e système, Castra. Et le 5e. Situé sur la Periline, c'est un système stratégique clé pour lancer des attaques si jamais la guerre froide avec les Chianes partait en couille et il y avait une escalation. Une escalade plutôt. Donc ça fait 4. Vous voulez savoir le 5e? Ouais. Allez. Terra? Le 5e, c'est Terra. Ah, il avait dit, putain! Oh, c'est beau ça. Un biome tropical, oh là 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 là. J'avais cool, bordel! J'avais cool, je l'avais dit, j'étais sûr. Et ça veut dire qu'il y a 5 systèmes, ça veut dire que 1.0, ils ont prévu de faire ça dans... La date n'est pas si longue, je pense. Donc, le nouveau joyau de l'Empire, Terra, est un système magnifique. Il y a moins, ce côté impérial de la Terre qu'il y a eu avec les régimes précédents. Beaucoup pensent que Terra devrait devenir la nouvelle capitale, le nouveau centre de l'UE. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a cette distension. C'est vraiment la séparation entre les deux Roms, bon, c'est une base historique sur laquelle ils sont basés. Mais chacun de ces systèmes et chacune de ces planètes aura un nombre incroyable de points d'intérêt, d'avant-postes, de stations, de biomes, d'options d'exploration que l'on va perfecter avec Stanton et Pierrot. Vous avez vu tout ce qu'on va pouvoir faire avec les présentations d'aujourd'hui. Mais on va rajouter une couche supplémentaire encore. Nous allons ajouter des zones d'histoire. Alors, ce sont des endroits pour les PNJ, faits par les PNJ, partagés dans les villes, dans les zones d'atterrissage, qui vont exister en dehors de l'histoire principale, des arcs secondaires, mais qui vont donner plus de lore, plus de personnalité à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Et, écoutez, c'est ça notre histoire principale. Parlons un peu plus des guildes qui ont été mentionnées. Un petit récapitulatif, les guildes, c'est des regroupements de factions, de professions, avec un système de progression, un système de réputation qui vous donne des récompenses plus vous travaillez pour eux. J'ai envie de vous dire 2 choses. Premièrement, je n'ai pas le temps de plonger dans toutes les missions que vous allez avoir le droit d'avoir, mais sachez que chaque type de mission est soit sur la roadmap 1.0 ou déjà en point 1. Ouais, il y a tellement à expliquer. Et surtout, on est en train de regarder pour éloigner les missions de la Mobiglace, on veut les extirper de leur... Alors bien sûr, il y a toujours une façon simple d'avoir du contenu de jeu via la Mobiglace, mais on veut surtout que vous parliez avec des gens... Ça, c'est ce qu'ils ont parlé hier. Les donneurs de mission, le retour des donneurs de mission, ça c'est intéressant. À faire tout ça. Nous allons ajouter des personnages pour... Parce qu'en tant que joueur, on peut donner les missions. Ça c'est intéressant. Certains vont interagir avec vous par mots écrits, mais certains vont vous appeler de temps en temps, vérifier vos performances, et d'autres, vous devrez les rencontrer en personne. Donc, regardons un peu qui sont ces personnes. Ici, nous avons la première guilde, qu'on vous a mentionné, le United Resource Workers. Écoutez, que vous voulez gagner des crédits, des ressources de minage par des coins perdus de l'univers, et vous voulez tout simplement aller essayer de faire du recyclage sur des épaves, vous êtes un simple technicien, vous allez trouver plein de choses à faire avec Subid Interstellar et toutes les différentes entreprises. Bon. Ensuite, on a l'une des plus vieilles unions dans l'Interstellar Transport Guild. Cette guilde, c'est pour tous les gens qui veulent faire de l'argent en transportant et en échangeant des biens. Donc, plein d'entre vous ont déjà travaillé avec le Red Wind, Link Family Holding, Covalex,
Mais également, nous allons ajouter, pour les gens qui travaillent un peu en dehors, on a l'Imperial Sport Federation, la fédération des sports impériales. Et concrètement, vous voyez, c'est de la course, c'est de l'Arena Commander, Oh oui. ça prend tous les gameplays. Donc, en plus des systèmes de course légaux ou illégaux, également, on va utiliser toutes nos mécaniques pour faire de nouveaux sports, concrètement, et pour tous les enthousiastes de la Murray Cup, les cargos olympiques, ou les gens qui veulent savoir qui sont les meilleurs pilotes, qui sont les meilleurs tireurs. Pour ceux qui veulent faire de l'exploration, eh ben, écoutez, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, hein. On a l'Académie des sciences, on en a parlé hier dans la présentation sociale. Et ben, c'est une guilde scientifique qui va avoir des factions sur le centre de cartographie impériale et qui va nous donner une variété de mieux comprendre notre univers. On va du craft, on va de la faire. Vous envoyez vers la nébuleuse pour faire des scans à l'emporter, pour découvrir qu'est-ce qu'il y a au fond de ce canyon, au fond de cette grotte. On va avoir une nouvelle faction qui est le High Point Borderless Specialist, qui nous donne des missions liaison avec la faune, avec la flore, qui vont arriver dans le jeu. Contrôle des populations, récolte de ressources spécifiques, ou pourquoi pas peut-être aussi le côté ferme en cultiver et en faire reproduire. Ceux qui veulent faire du combat, bien sûr, nos guildes de combat, on va faire quelque chose de différent. Avant, nous avions des guildes de profession, mais pour les guildes de combat, elles opèrent différemment. Vous voyez, ces deux, en fait, elles sont opposées de base, hein, ce sont deux entités opposées. Quand vous avez allégeance à l'une, l'autre vous marque automatiquement comme ennemi. On a les criminels et les gens légaux. Du côté légal de la loi, on a la guilde des mercenaires. Ils représentent les factions telles que Eckhart Security, la guilde des chasseurs de primes, et même des contrats littéralement militaires. On s'en est monté suffisamment en haut. Donc, si vous voulez faire une équipe d'opérateurs spécialistes pour faire des assauts terrestres, chasser des criminels, ou et ben, faire une équipe de reconnaissance, aller récolter de l'information, la guide des mercenaires à toutes les missions qu'il vous faut. De l'autre côté, on a le conseil. Ah ouais. C'est un groupe dans l'obscurité avec des représentants de différents groupes, de syndicats, de criminels, et ils gèrent toutes les activités criminelles à travers l'univers. C'est flou. Hein. Vous avez des pouvoirs à aller avec des grands gangs comme les Headhunters, les Ninetales ou autres, et vous pouvez rejoindre également tout simplement des syndicats criminels de haut rang. Mais n'oubliez pas, et puis moi je tremble en plus, c'est pas ouf. Ce débat-fond, c'est un monde dangereux. C'est peut-être pas les seuls dans lesquels on devra s'inquiéter. Parce que les syndicats cherchent toujours des soldats loyaux pour tabasser la gueule à leur compétition et faire pencher la balance dans leur côté. Donc, comme vous avez pu voir, c'est énorme, hein, quand même. C'est d'histoires excitantes et de choses à faire avec la 1.0. Mais une chose de plus, nous allons également retravailler nos comportements sociaux pour faire en sorte que la population ne soit pas seulement vivante, respirante, mais surtout que ça reflète mieux l'endroit où ils habitent et toute l'histoire qui va avec. On veut voir les gens de leur ville traîner dans les rues, ils sont surchargés par l'exploitation qu'ils ont littéralement, c'est des semi-esclaves, les touristes d'horizon qui se baladent d'un point de vue en point de vue, et tout ceci. C'est ce qui va permettre de rendre Star Citizen ça rien pour un système, tout le travail qui offre. Tout le travail diversifié. Celui qui dit qu'il est chômeur dans Star Citizen, je le comprends pas. Franchement, je sais pas comment il fait. À profiter et à découvrir. Pour parler un peu plus de comment tout ceci se réinjecte dans l'expérience de jeu et dans la progression de joueurs, revenons avec Rich Tyler. Ça, c'était juste le giga résumé. J'ai hâte de voir la suite, là. Merci Dave, merci. Donc on a une histoire principale pour connecter l'univers, on a toutes les guildes et toutes leurs factions associées, leurs missions, et on a des zones avec de l'histoire pour apporter de la profondeur au monde. De manière cruciale, on a une nouvelle progression, les réputations de guildes. Mais c'est quoi les autres progressions dans le jeu? L'économie. Donc, comme on en a discuté, nous allons implémenter une économie dynamique avec StarSim. Ça a été renommé StarSim, c'est officiel. Donc ça va ajuster les prix par rapport aux activités des joueurs en temps réel. Cool. Bah, enfin des nouvelles, du coup, c'est plus tranquille. Mais pour que l'argent ait une valeur, il faut avoir une économie où l'argent rentre et en ressort. Cela veut dire des transactions réparées, réarmées, réapprovisionner, ça doit avoir de la valeur. Si tout ne vaut rien et qu'il y a trop d'argent qui rentre dans l'économie, on va avoir de l'inflation. Et c'est pour ça que nous avons des taxes et de l'assurance.
Oh, les taxes, assurances. Un plaisir. Et oui, StarSim, c'est ce qu'on appelait à l'époque Quantum avec les quantas. Donc on a deux choses, on a la taxe d'héritage, et ça fait partie de Death of a Spaceman, et des taxes de sécurité pour vos bases qui vont couvrir les coûts de protection planétaire des boucliers. Hein. L'assurance, elle, va être séparée entre l'assurance médicale, tous vos empreintes médicales, et surtout, la plus importante, l'assurance de vaisseau. Alors, vu qu'on a la mort de notre personnage, Death of a Spaceman, on a Death of a Spaceship, perdre votre vaisseau doit avoir un impact. À l'heure actuelle, 90% des claims dans le verse, c'est pour des gens qui claiment un vaisseau qui n'a pas été détruit, parce qu'ils ont eu la flemme d'aller le chercher. Et donc, c'est pour ça que l'assurance de vaisseau et notre système de garantie arrivent avec une nouvelle mécanique. Tout d'abord, on a 3 tiers d'assurance. On a avec le niveau 1, c'est l'assurance de châssis. L'assurance niveau 2, c'est l'assurance de châssis et l'assurance de composants. Et l'assurance niveau 3, c'est l'assurance de châssis, de composants et toute la décoration qu'on aura fait à l'intérieur. Et ça a toujours été dit, hein, c'est pas nouveau, ça a toujours été dit, mais là, ils nous l'officialisent, les 3 niveaux, tout ça. Et normalement, l'assurance qu'on achète, mais même la LTI, c'est le niveau 1 de merde. Hein. C'est pour ça que la LTI, c'est une scam. Oui. L'assurance en tant que telle, eh ben, en fait, voilà, on me paye juste avec des crédits par rapport à l'âge de notre vaisseau, la vétusté de notre vaisseau. Écoutez ça bien, attention, on la paye avec des crédits, l'assurance. L'assurance avec des garanties, ça nous permet de redonner un vaisseau neuf avec des équipements équivalents, des décorations équivalentes. Donc, c'est la chose que vous devez vraiment comprendre et écouter. Tout vaisseau acheté avec de l'argent réel aura une garantie permanente et l'assurance appropriée autant que vous avez. Donc concrètement, on ne peut pas perdre, et on aura toujours, hein, c'est légalement c'est compliqué, on ne peut pas perdre un vaisseau qu'on achète de l'argent. Cela veut dire que vous aurez toujours votre vaisseau qui sera redonné s'il est attribué à votre compte. Mais tous les autres vaisseaux achetés en jeu vont avoir une garantie transférable, et ça c'est très très rare. Vous pourrez gagner des garanties transférables en jeu, en faisant de l'histoire, en faisant des missions, pourquoi pas, et vous pourrez les appliquer à n'importe quel vaisseau que vous allez posséder. Mais il y aura un temps pour transférer cette assurance d'un vaisseau à un autre, donc choisissez bien avec quel vaisseau vous assurez et vous mettez la garantie. Alors, le temps de claim, ça aussi c'est un sujet qu'il faut qu'on discute. Avoir votre vaisseau sans un temps de claim, c'est pas logique. Alors, on veut que le temps de claim soit proportionnel au temps de craft de votre dit vaisseau. Cela veut dire que c'est mieux pour vous d'aller chercher votre vaisseau, d'aller chercher votre vaisseau original, que de vous le faire claim. C'est pour ça que nous allons introduire un vaisseau concrètement de récupération qui on a justement un petit taxi, un petit véhicule de transport qui va nous permettre d'aller revenir au notre vaisseau. On pourra appeler la navette, ça ne nous coûte rien pour aller à la plupart des endroits et piloter jusqu'à notre vaisseau, jusqu'à son épave ou autre. Quand on est dans notre vaisseau, la navette automatiquement elle retourne à la station d'où on est parti. Si votre vaisseau a été perdu de manière légitime, dans ce cas-là, vous devez le claim. Et vu qu'on va augmenter les temps de claim, eh ben écoutez, ça veut dire que certains vaisseaux vont prendre beaucoup de temps à revenir. Avec les vaisseaux starter ou les petits vaisseaux seront toujours disponibles instantanément, mais les gros vaisseaux capitaux, par exemple, vont prendre beaucoup de temps avant d'être disponibles. Donc c'est toujours mieux d'essayer de fuir et de récupérer son vaisseau plutôt que de le perdre. Donc on a parlé de nos 2 progressions de corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que joueur? Eh bien tout d'abord, cela veut dire que nous avons un cadre maintenant. Un cadre dans lequel on peut commencer à créer et on peut faire des boucles, des cycles de jeu. Et quels sont ces cycles? Laissez-moi vous les présenter. Bon, bien sûr, à l'heure actuelle, sur la mise à jour live, si vous avez un prospector, vous aimez miner, hein, probablement. Et la récompense pour le minage, bah, c'est de l'argent et tu t'es fait plaisir avec ta session de minage. Mais en 1.0, ça va aller beaucoup plus loin et on va miner pour des raisons très très différentes. Et c'est pour ça qu'on a ces boucles et ces cycles de gameplay. Tout d'abord, on va voir tous nos fabricants et tous nos vaisseaux. Alors regardez rapidement, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais de rien. Écoutez, j'ai même dû l'entendre d'enlever toutes les variantes parce que ça ne rentrait pas sur la slide. Et zoomons jusqu'à Misk et le Prospector, le vaisseau phare du minage. Mais dis-donc, j'aimerais quand même avoir un Hornet Mach 2 là. Et ben, faisons un petit voyage simplifié de comment obtenir mon Hornet Mach 2. Tout d'abord,
Eh ben, écoutez, je sais que je peux pas forcément... Donc je ne peux pas l'acheter, c'est un vaisseau militaire, je vais devoir le crafter. Donc il me faut forcément déjà avoir le hangar de craft de la bonne taille. Donc je peux faire des missions de ménage pour avoir tout simplement la réputation, et j'ai le vaisseau parfait, je peux avoir mon prospecteur pour monter cette répute. Avec le blueprint du hangar de fabrication et des crédits, je peux maintenant acheter un petit nombre sur 100 tonnes et construire mon hangar de fabrication. Donc étape 1 faite. Maintenant, je dois avoir le schéma du Hornet Mark II, donc il faut de la réputation mercenaire, et surtout il faut un vaisseau de combat. Bon, heureusement pour moi, je vais faire un peu plus de contrat de minage et je vais gagner assez d'argent pour m'acheter un petit Mustang depuis un concessionnaire, c'est nous. Donc je peux commencer à faire des missions de combat, de pilotage pour la guide mercenary et débloquer le droit de fabriquer un Hornet avec débloqué son blueprint. Ok. J'ai l'étape 2, j'ai c'est chaud. ce qu'il faut, mais il me faut des ressources pour crafter. Donc, je reviens à mon prospector qui me permet de récolter des ressources. Mais maintenant, je ne mine pas pour de l'argent, je mine pour des ressources me permettant de fabriquer mon objectif qui était mon Hornet. Et on a une boucle de jeu. Je ne mine pas parce que j'aime ça, il n'y a aucun problème, miner parce qu'on aime. Je mine pour un but, je mine pour l'objectif que je me suis fait. Pour l'argent, pour la réputation, pour des ressources, pour farmer une réputation, et donc voilà, on va débloquer le blueprint, mais surtout pour fabriquer mon propre vaisseau, me permettant d'apprécier un autre point de gameplay, et c'est une des boucles de jeu, et ça va être le cœur de tout Star Citizen 1.0, des boucles de jeu. Quand même très important, il a dit, vaisseaux militaires, on n'a pas le droit de les acheter, on ne pourra que les craft en ayant farmé le droit de les crafter. C'est génial. Les joueurs vont se fixer leur propre objectif et de manière bac à sable, ils vont leur permettre de réussir leurs objectifs. Ça donne un objectif, ça donne du but et ça donne de la progression qui fait du sens. Ça nous donne un cadre pour motiver à jouer le jeu, motiver à les farmer. Et c'est le voyage que l'on va faire. Mais surtout, quelle en est la destination? Donc, comme vous avez dit un petit peu, on vous a parlé de la citoyenneté, de l'histoire principale, et bon, c'est très bien, hein. Mais parlons surtout du endgame, le contenu endgame, la fin du jeu pour les tryharders, le contenu pour les joueurs expérimentés qui va les garder engagés. Concrètement, tous ceux qui sont là suivent ça, hein, on va pas s'en mentir. Alors, comment ça va fonctionner en 1.0? D'abord, nous avons forcément du contenu monde ouvert avec des missions de groupe et des événements dynamiques, des événements sur le serveur qu'on a aujourd'hui, mais fait pour les joueurs de haut niveau et endgame. Également, nous allons avoir des batailles de grande échelle. On veut surtout avoir quand même du combat instancié. En plus de ça, qui va prendre l'avantage de tous les vaisseaux multicrew, mais également des flottes entières de vaisseaux. Et vous avez vu un petit peu hier, les batailles de flotte, on se débrouille. Au fur et à mesure que vous progressez dans les guildes, vous allez débloquer des contrats de haut niveau, d'agences gouvernementales, vous donnant accès à des prototypes et des récompenses, des blueprints de vaisseaux militaires. Ça va vous demander une coordination de plusieurs joueurs et des flottes entières de vaisseaux, et de vaisseaux de combat, de vaisseaux de support. Donc de la stratégie, et vous allez pouvoir devenir l'amiral d'une propre flotte. Et oui, c'est une c'est génial. 1.0. C'est dur, mais c'est génial. Sa propre flotte. Travailler avec l'IE. PNJ, ça veut dire quoi? Nous allons offrir également plus de missions FPS qui vous enverront dans les centres dans les cœurs des centres de distribution, avec des petites escouades d'élites qui vont nous donner tout simplement tout un cadre pour le combat FPS. Mais en plus de tout ça, nous avons une couche dynamique avec StarSim. StarSim sera la force de l'économie dynamique, la force mouvante là-dessus, mais ça va surtout attirer de l'activité de joueurs et de l'activité des IA et faire dynamiquement déclencher des événements. Si on a beaucoup de ressources qui sont attirées à un même endroit, de transportées d'une zone à l'autre, eh ben, on aura des pirates qui vont dynamiquement arriver pour intercepter des cargos. Bref, tout ceci, ça vous donne une portion de quelle est censée être l'expérience endgame. Et j'aimerais plonger plus dans le sujet, mais écoutez, c'est pour une autre fois, parce qu'on a encore beaucoup d'autres choses à vous montrer. Donc on a discuté un petit peu des professions non combatives, les guildes, les boucles de gameplay, et surtout le contenu PvE endgame. Mais qu'est-ce qu'est le PvP? Le joueur versus joueur, le contenu PvP. Je l'ai explosé là. Et bien, comme vous le savez, on a 5 types de systèmes. Enfin, on a 5 systèmes. 3 qui sont lawful, castrateur et Stanton, et 2 qui sont, entre guillemets, neutres dans la loi, Pyro et Nyx. Quelle est la différence? Et bien, regardons Stanton.
Stanton, les systèmes de loi, en fait, c'est un mix de zones de forte, de moyenne et de faible sécurité. Ces zones sont supervisées par des agences locales, hein, plus ou moins, et dépendamment de où on se trouve, ça va dicter la vitesse de réaction de la police. Concrètement, plus on a une zone de sécurité forte, plus un temps de réponse et la force de réponse est haute. On va avoir une mesure, et surtout on a une escalade de la force de réponse jusqu'à des forces de réponse trop grandes et qui vont vous surmener. Si quelqu'un est attaqué, s'il arrive à tenir assez bon, de l'aide arrivera. Les pirates auront la capacité de venir enlever et couper des satellites, d'enlever la monitorisation, mais en fait ce sera mis à jour sur votre star map et vous verrez avec des missions dynamiques et vous verrez que telle zone n'est plus monitorée, n'est plus surveillée. Mais c'est le PVP que vous connaissez et vous expérimentez déjà sur la live. Juste, bon, le côté des forces de sécurité ne sera plus développé. Mais avant d'aller dans un système hors la loi, explorons un peu plus quelles sont les options si vous êtes un pirate, si vous piratez un vaisseau. Écoutez, parlons de propriété. Tous les vaisseaux et tous les objets de haute valeur sont automatiquement assignés à vous. Vous en êtes le propriétaire. Cela veut dire que si quelqu'un vole un de vos biens, un de vos vaisseaux, vous pouvez dire que c'est un bien volé via l'assurance ou depuis votre mobilas. Cela activera un Deadman Switch, concrètement, donc un piège sur le vaisseau volé, faire en sorte qu'il arrêtera de fonctionner au bout d'un certain temps. Mais qu'est-ce qui reste pour les pirates à faire? Eh bien, vous pouvez toujours le recycler, hein, pas se mentir. Vous pouvez le défabriquer pour en récupérer des composants, il faut récupérer du matériau et faire la fabrication. Ou si vous avez suffisamment de réputation avec la guilde criminelle, vous pouvez désactiver ce sabotage et payer pour en devenir le propriétaire légitime. Également, si vous êtes dans un système de loi, vous trouverez un jump point transitoire, hein, parce que tous les autres seront monitorés. Il y aura des sécurités spécifiques en fait pour vous scanner sur l'arrivée. Ils verront que c'est un vaisseau volé, et voilà. Hein. Donc, avec tout ceci qui a été vu, regardons ce qui se passe dans les systèmes hors la loi, genre pirate. Les systèmes hors la loi, ils n'ont aucune loi. Et ce qui veut dire, c'est une terre d'opportunité. Pyro est un très bon exemple parce que c'est une abondance de qualité et de ressources de haute qualité et c'est un terrain d'activité criminelle. C'est la définition de gros risques et grosses récompenses. Avec le crafting qui va demander des ressources de bonne qualité, vous allez devoir créer des bases pour miner et extraire ces dites ressources. C'est pour ça que l'attaque de base va devenir l'une des nouvelles formes principales de PvP et c'est basé sur des attaques combinées. Vous allez pouvoir ajouter des défenses, des murs, des tourelles automatisées et surtout, vous allez pouvoir ajouter des boucliers planétaires. Une version localisée des boucliers planétaires sur les systèmes protégés qui va permettre de se défendre des attaques du ciel. Donc vous ne pouvez pas juste arriver avec un A2 et balancer une Moab de la gueule. Le bouclier va tanker quand même un peu. Donc la différence, c'est bouclier planétaire et là on est sur bouclier terrestre. Hein. Une grosse différence qu'il y a par rapport aux boucliers planétaires, c'est qu'ici ces boucliers terrestres peuvent être désactivés. Vous devrez faire vous devrez scanner la base et pénétrer les défenses à pied pour aller jusqu'à couper le générateur de bouclier. Une fois qu'il est coupé, et ben là vous avez des options. Vous voulez la niveler au sol et qu'il n'y ait plus rien, vous faites un bombardement massif. Vous voulez extraire des ressources, vous n'allez pas tout casser. Vous allez infiltrer la base, utilisant des charges explosives et du hacking, tuer tous les défenseurs et la piller. Alors, la piraterie et le raid de base est basé sur le gameplay sandbox, sur le bac à sable, et c'est toute l'essence même de Star Citizen. Et on a envie de vous proposer plus quelque chose sur lequel vous pouvez vous connecter et trouver de l'action immédiate et combattre pour un but. Donc, revenons dans une petite leçon d'histoire. Au début des années 2600, il y avait une corporation qui a développé une nouvelle technologie du bouclier planétaire, la même technologie qui va proposer de la protection sur vos bases aujourd'hui, concrètement. C'est la Steel Defense Tech. Pour prouver cette technologie, il faut utiliser Nyx et Pyro comme dans l'environnement de test. Donc, avec la promesse de ressources de haute qualité, et on a tout simplement des gens qui se sont fait protéger par ces boucliers, ils utilisent ces protections, donc on a un bouclier complet sur nos infrastructures de minage, et c'est ce qu'on a, c'est le site Open Programme. On peut avoir entre guillemets prototype et des factions pouvaient avoir ce programme pour avoir une protection en plus de tester les technologies. Le réseau, tout simplement, c'était un ensemble de bases reliées
interconnectés qui amenaient à plusieurs stations en orbite autour de chacune des planètes, qui étaient connectées ensuite au prochain relais tout simplement du réseau de bouclier, qui revient jusqu'au cœur du bouclier, qui est une distribution de la technologie de bouclier en dehors du système. Les factions, concrètement, peuvent gagner des tokens en travaillant sur n'importe quel morceau de ce réseau, en aidant à ce réseau. Où est-ce qu'ils nous mènent? Ils peuvent utiliser ces tokens pour acheter de la protection et toute la compétition qu'il y a entre les factions. Et en fait, s'ils ne pouvaient donner de la protection qu'à ceux qui farmaient le plus, malheureusement, dû à toutes les interférences avec la loi, Sealed, ils se sont retirés de Nyx, ils se sont retirés de Pyro, et ils ont fait des solutions plus automatiques dans des systèmes plus civilisés. Donc, on revient au jour présent. Sans Sealed qui supervise tout ça, en fait, ils ont laissé leurs infrastructures concrètement. Et bienvenue dans les batailles pour le contrôle de station. Oh là là. Oh putain, c'est tout ce que je rêvais, quoi. Oh là là. Il y a tout, quoi, il y a tout, là. Donc, n'ayant plus les ressources, les organisations pourront s'approprier ces structures pour gagner la technologie de bouclier et se l'approprier. Et comme vous le savez, ça va rendre leur base invulnérable. Malheureusement, il y a un petit catch, il n'y a pas assez pour tout le monde. Et comme à l'époque de Seal, ce système fonctionne via ce programme de tokens. Pour gagner des tokens, vous devez attaquer des zones et vous devez déposer des ressources pour alimenter ce réseau. Ça vient avec des bases terrestres et ça se termine au Shield Core. Chaque structure occupée, tout simplement, vous donne des tokens. Tant que vous occupez quelque chose dans le programme, plus vous avez une grosse structure que vous alimentez, plus vous gagnez. Et à la fin de chaque semaine, vous utilisez ces tokens pour acheter du temps de protection. Avec la protection qui est limitée, le système va automatiquement sélectionner les organisations qui ont donné chaque fin de semaine le plus de tokens sur toutes les shards. Ce qui veut dire que pour chaque semaine, les organisations qui auront accès à la protection changeront. Donc c'est une chance pour votre organisation de devenir le chef d'un système concrètement. Vous aurez la capacité d'arriver et de trouver de l'action immédiatement et de vous battre pour votre organisation et le contrôle de ce système. Et surtout, ce n'est pas que du PvP sandbox ou du ganking, non, vous vous battez pour, encore une fois, un nouveau but. Donc une fois que vous avez gagné un petit peu ces enchères, pour vous parler de la suite, on va venir avec Ian, le Star Citizen Creative Director, pour nous présenter ce truc. Enfin, ça avait beaucoup à dire, hein.